Il fallait évidemment qu'on vous parle de cette étude universitaire réalisée par donc des Britanniques qui nous disent que dans une étude qui vient de sortir, que réduire la fiscalité des plus aisés eh bien, est inopérant et que ça n'augmente pas la croissance, c'est que pire que cela, ça accroît pour le coup les inégalités. Bonjour Franck. Bonjour. Franck Dedieu, directeur adjoint à la rédaction de Marianne. Vous êtes content là, hein? Voir deux économistes, c'est du LSI en plus, LSI, je ne sais plus, et King's College, qui disent que cette théorie du ruissellement qui est chère aux économistes libéraux, qui voudrait que l'enrichissement des plus riches, justement, ça ruisselle, ça profite aussi aux plus démunis, aux plus pauvres, et ça ne tient pas la route, ça ne fonctionne pas. Pourtant, longtemps on y a cru, et donc voilà, donc vous ricanez sous cap. Peut-être pas sous cap, au grand jour, David du ricane. C'est maintenant que jamais. Cette théorie, effectivement, elle est vieille d'abord, elle est très ancienne, elle commence de façon un peu rudimentaire avec la fameuse main invisible d'Adam Smith que vous connaissez. Hein. On poursuit l'intérêt individuel et puis cet intérêt-là, cet individualisme-là, il finit par se communiquer à tout le monde et qui profite à l'intérêt général. Donc la somme des intérêts individuels, ça peut arriver à une sorte d'optimum économique. Mais dans les années 80, cette théorie, elle prend une allure un peu plus militante. On appelle ça le ruissellement, le trickle down, qui doit convaincre les gouvernements de baisser les impôts des plus riches. Dans les années 70-80, les impôts pour les tranches marginales étaient très élevés, notamment aux États-Unis. Et donc, il y a eu véritablement des théories qui ont émergé avec un contenu politique. Tout le monde s'y met, d'abord les Royaumes-Unis, ensuite les États-Unis, et puis même la France, avec un certain recul. Un peu plus tard. Hein. Voilà, donc vous avez par exemple, évidemment Jacques Chirac qui supprime l'ISF le temps de quelques années, mais plus près de nous, les droits de succession de Nicolas Sarkozy qui ont été réduits, qui relèvent de cette théorie. La fin de l'ISF aussi d'Emmanuel Macron, même s'il l'a remplacé par l'IFI, et puis effectivement ces deux universitaires britanniques qui sont pas totalement des punks à chiens, London School Ils sont pas totalement quoi, des quoi? Des punks à chiens, hein. Voilà, et c'est pas des anarchistes qui veulent abattre tous les matins le mur de l'argent, c'est quand même des gens du London School of Economics et qui démontrent que finalement ces baisses d'impôts, elles n'ont pas augmenté le PIB dans des proportions évidentes. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi baisser les impôts des plus riches, ça n'augmente pas la croissance? Alors, à mon avis, parce qu'il faut être assez prudent là-dessus, c'est finalement assez équivoque, comme question. Ne vous trompez pas. Pour une raison assez simple, c'est que qu'on pourrait appeler la propension à épargner. Une hausse du pouvoir d'achat. Voire même, pardon, je coupe, la propension marginale à épargner, si on est précis. Exactement, c'est-à-dire que le supplément de pouvoir d'achat, via des baisses d'impôts, par exemple, au bénéfice des plus fortunés, conduit à une hausse du taux d'épargne et non à un boom de la consommation. Et les plus riches thésaurisent l'argent que l'État leur rend, entre guillemets, ou qu'ils n'ont plus à payer en impôts. Voilà. Au lieu de le consommer, ils vont plutôt l'épargner. Et ça, on est bien documenté là-dessus. Alors que les cadeaux qui sont alloués aux classes moyennes, elles se communiquent plus aisément, elles se répandent plus aisément. J'allais dire, elles ruissellent plus aisément à l'ensemble de l'économie et donc elles prennent un caractère un peu plus vertueux. Et aujourd'hui, David, c'est pour ça que cette étude, à mon avis, fait beaucoup de bruit, parce que c'est pas la première fois qu'on doute du ruissellement. Elle fait beaucoup de bruit parce que on voit que aujourd'hui, il y a un problème de surépargne. Et on l'a bien vu en France lors du confinement, il y a eu à peu près presque autour de 100 milliards d'épargne supplémentaire. En regardant de plus près d'où venait cette surépargne, on s'aperçoit qu'évidemment, c'est pas tout à fait étonnant, mais ça vient surtout des classes supérieures qui ont pu davantage épargner, alors que certaines classes, au contraire, ont même désépargné, ont puisé dans leur bas de laine pour remplir leur chariot au supermarché. Donc, vous avez effectivement une augmentation des inégalités, mais par-delà cette augmentation des inégalités, d'un point de vue strictement économique, la concentration de cette surépargne, elle peut poser le problème de 2021, qui est un déficit de consommation.
Et donc là, aujourd'hui, les économistes commencent à s'interroger quand ils font leurs prévisions de 2021, sur cette question de surépargne, qui en plus de cela, dans un contexte sanitaire et économique qui est un peu incertain, se tourne vers des épargnes de précaution et non pas des épargnes d'investissement. Dans les années 80 et 90, cette théorie du ruissellement que je conteste, elle avait au moins pour vertu de dire aux épargnants un peu fortunés, investissez dans des actions, Voilà. montez Parce des qu'on a, boîtes. oui, parce qu'on pardon Franck, on a un problème de sous-investissement, on le sait bien pour le coup, sur épargne, sous-consommation, mais sous-investissement. Il faut bien inciter quand même à la prise de risque. Et pour ça, il faut qu'il y ait une espérance de gain. Oui, c'est vrai. Et donc pas trop d'impôts. Oui, ah bah ouais. alors cette théorie dans les années 80, elle est née de cela quand même. Elle est née du fait que c'était pas pour acheter des SICAV monétaires que les riches devaient s'enrichir, c'était quand même pour prendre des risques, pour investir dans des sociétés cotées, mais aussi investir dans leur propre société. Alors, à mon avis, cette question-là, et là où les théoriciens du ruissellement font une erreur, c'est qu'ils surinterprètent la question fiscale, la limite de la taxation. D'une certaine manière, c'est ce qui va pousser les gens à investir, c'est le gain brut, c'est pas le gain net. Je m'explique, David. C'est vous qui vous le dites, c'est vous qui le dites. Non, non, mais oui, mais si, parce que c'est la conjoncture. Si vous dites que le gain brut est très élevé, que le gain net est ridicule. Non, évidemment. Mais quand un investisseur prend un risque, et même a posteriori, c'est toute forme de gain brut qui est importante. C'est-à-dire, c'est la conjoncture. C'est de se dire, je vais réussir ma boîte, pas parce qu'il y a une fiscalité sur les plus-values. C'est pas ça qui me fait prendre les risques. C'est tout simplement de me dire, est-ce que mon business le bien que je vais, voilà, est-ce que ça va marcher? Parce que il vaut mieux payer 40% d'impôts sur 1 million de plus-value que 10% d'impôts sur 100 000 euros de gains. Vous êtes même d'ailleurs d'un point de vue... Il vaut mieux payer 10% sur 1 million, non? Alors, oui, bon. Après, là, vous rentrez dans une logique qui est effectivement ultra-libérale et vous avez même un problème de financement des services publics. Oui. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, mais effectivement, c'est discutable, c'est la conjoncture qui fait le gain et l'investissement. Ce n'est pas la plus-value. Le problème du ruissellement, c'est d'avoir cru que l'on pouvait faire abstraction de la demande, que l'on pouvait faire abstraction des consommateurs, des salariés et du pays. Le ruissellement, en fait, ne pense qu'à l'aune de l'individu. Or, les individus font partie d'un corps social en tant que consommateurs, mais aussi en tant que citoyens. C'est pour ça que la théorie du ruissellement l'a beaucoup trop, à mon avis, évacué cette question du corps social, qu'il faut un contexte, il faut une conjoncture, et ces contextes, cette conjoncture, elle suppose aussi de ne pas seulement suivre son intérêt individuel, elle suppose aussi de s'insérer dans un cadre de citoyenneté. C'est pour ça que remonte aujourd'hui le thème du patriotisme économique chez les patrons, parce qu'ils se sont aperçus que même pour eux-mêmes, quelque part, si il n'y a pas de demande, si les citoyens jouent pas le jeu, si c'est la baisse tout le temps du moins-disant fiscal et du moins-disant social, eh bien, ils ne pourront pas écouler leurs biens. Tout cela vous paraît être un petit peu du catéchisme keynésien de base, mais n'empêche que je peux vous dire que lorsque les économistes planchent aujourd'hui sur 2021, eh bien, c'est en ces termes qu'ils posent le débat. Ouais. Pour déterminer comment va être Après, sur la fiscalité, je vous suis sur le gain brut et le gain net. Après, il faut aussi que sur la partie fiscale, on reste en termes de taux de taxation dans la limite de la posologie, si vous voyez ce que je veux dire. Qu'on ne s'écarte pas non plus d'une norme internationale, on va dire. Alors, c'est ça, oui, mais j'en reviens à cette histoire de patriotisme. C'est-à-dire que, effectivement, si vous êtes trop éloigné de la norme internationale, vous risquez d'avoir une incitation à aller investir, oui, mais à aller investir en dehors de France. Mais d'un autre côté, si vous considérez que les individus, les patrons, cherchent systématiquement à maximiser le niveau de taxation, eh bien, vous arrivez finalement à des crises à répétition financières, sanitaires et sociales qui amènent tout le monde à y perdre finalement. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette étude est intéressante. Elle est menée par, encore une fois, des économistes des universités qui ne sont pas des bolcheviks. Et donc là, on se dit effectivement, c'est voilà, ça met de l'eau au moulin. Bah oui.
Ben oui, et surtout, je pense surtout aujourd'hui parce que nous sommes face à un problème de surépargne et à un problème de sous-consommation, de sous-demande. Alors, vous allez me dire, oui, mais vous allez encore à nouveau tomber sur l'écueil de la consommation, le règne du PIB et finalement la crise écologique qui se retrouve au coin de la rue. Justement, j'en reviens à cette histoire de patriotisme. Le patriotisme, c'est du bleu, blanc, rouge, mais c'est aussi du vert. C'est-à-dire, c'est de réduire les distances, c'est de faire du local. Et là, il y a quelque chose quand même je dirais, à appréhender au pluriel et non pas à l'individu, non pas au singulier. Ouais. Le problème du ruissellement et toutes ces théories, qui revient à la main invisible, c'est qu'on a extrapolé à partir de problématiques individuelles qui sont conjuguées au singulier, individuel. Là, je pense qu'il faut penser peut-être en termes collectifs et à une échelle qui n'est pas une échelle fantasmée du monde, du gouvernement mondial, du libre-échange mondialisé. Non, à l'échelle locale, à quelque chose qui ressemble finalement à l'échelle de la démocratie. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Franck Dedieu, directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Merci Franck. À l'année prochaine. Passez de bonnes vacances. À l'année prochaine. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Ciao.